Imaginez la scène. Nous sommes le 13 juin 1782. Dans la petite ville de Glaris, dans les Alpes suisses, une foule s'est rassemblée sur la place principale. Le ciel est clair, l'air frais de la montagne porte l'odeur des prairies en fleurs. C'est une belle journée de début d'été. Mais personne ne regarde le paysage. Tous les yeux sont fixés sur l'échafaud dressé au centre de la place. Une femme de 48 ans gravit les marches. Elle s'appelle Anna Göldi. Elle a les cheveux gris, le visage marqué par les épreuves, les mains calleuses d'une vie de travail domestique. Pendant 20 ans, elle a servi comme bonne dans les meilleures maisons de la région. Elle savait lire et écrire, ce qui était rare pour une femme de sa condition. Elle était connue pour son travail consciencieux, sa discrétion, sa fiabilité. Et maintenant, elle va mourir. Décapitée par l'épée du bourreau. Pour le crime de sorcellerie. Nous sommes en 1782. Voltaire est mort 4 ans plus tôt, après avoir passé sa vie à dénoncer la superstition et le fanatisme. Kant publie cette même année la Critique de la raison pure. Mozart compose des opéras à Vienne. Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre et prouvé que la foudre n'est pas la colère divine mais un phénomène électrique. L'encyclopédie de Diderot circule dans toute l'Europe. La Révolution américaine a proclamé que tous les hommes sont créés égaux. C'est le siècle des Lumières, l'âge de la raison triomphante. Et pourtant, dans ce coin reculé de Suisse, une femme est sur le point d'être tuée parce que ses employeurs croient qu'elle a mis du lait ensorcelé dans le repas de leurs enfants. Le bourreau lève son épée. Anna Göldi prononce peut-être une dernière prière. La lame s'abat. La tête roule. La foule pousse un soupir, peut-être de soulagement, peut-être de satisfaction, peut-être de honte. La dernière sorcière officielle d'Europe occidentale vient de mourir. Mais Anna Göldi n'était pas une sorcière. Elle n'avait pas de pouvoir magique. Elle n'avait pas signé de pacte avec le diable. Elle n'avait pas volé dans les airs sur un balai. Elle n'avait pas participé à des sabbats orgiaques avec des démons. Tout cela était impossible, absurde, le produit de siècles de fantasmes théologiques et de peurs irrationnelles. Alors pourquoi est-elle morte? Cette question nous mène au cœur de l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire européenne. Pendant près de 3 siècles, de la fin du XVe siècle au XVIIIe siècle, l'Europe a été saisie d'une frénésie meurtrière. Des dizaines de milliers de personnes, principalement des femmes, ont été torturées, jugées et exécutées pour le crime de sorcellerie. Les estimations les plus prudentes parlent de 40 000 à 50 000 morts. Certains historiens avancent des chiffres plus élevés, jusqu'à 100 000. Ce n'était pas un phénomène marginal, confiné à quelques régions arriérées. Les chasses aux sorcières ont sévi en Allemagne, en France, en Suisse, en Écosse, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Scandinavie, en Pologne, dans les colonies américaines. Elles ont été menées par des catholiques et des protestants, par des tribunaux civils et des tribunaux ecclésiastiques, par des inquisiteurs professionnels et des foules en colère. Des villages entiers ont été décimés. À Ellwangen, en Allemagne, 393 personnes furent brûlées entre 1611 et 1618, dans une ville qui ne comptait peut-être que 3000 habitants. À Trier, dans les années 1580, 2 villages furent laissés avec une seule femme vivante chacun. Des familles entières furent exterminées, des lignées effacées, des communautés traumatisées pour des générations. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment l'Europe, berceau de la philosophie grecque, de la théologie chrétienne, du droit romain, a-t-elle pu sombrer dans une telle folie meurtrière? Comment des juges éduqués, des prêtres pieux, des voisins ordinaires ont-ils pu envoyer à la mort des innocents qu'ils connaissaient parfois depuis des décennies? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Les chasses aux sorcières furent le produit d'une convergence de facteurs, théologiques, politiques, sociaux, économiques, psychologiques, qui se sont combinés pour créer une tempête parfaite de persécution. Comprendre cette tempête, c'est comprendre quelque chose de fondamental sur la nature humaine, sur notre capacité à croire l'incroyable et à faire le mal en croyant faire le bien. Avant de plonger dans les profondeurs de cette histoire, si vous appréciez ces explorations des chapitres sombres de notre passé, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Je trouve remarquable que nous puissions nous rassembler du monde entier pour examiner ensemble les erreurs de nos ancêtres, non pas pour les juger, mais pour apprendre d'eux. Car l'histoire d'Anna Göldi n'est pas seulement l'histoire d'une injustice passée. C'est un miroir tendu vers notre présent. Les mécanismes qui ont conduit à sa mort, la peur de l'autre, le besoin de boucs émissaires, la crédulité face à l'autorité, la facilité avec laquelle nous croyons le pire de ceux que nous ne comprenons pas, ces mécanismes sont toujours présents en nous. Ils attendent seulement les bonnes circonstances pour se déchaîner à nouveau. Voici l'histoire des chasses aux sorcières. Une histoire de terreur et de superstition, mais aussi une histoire de résistance et de raison. Une histoire qui commence bien avant le premier bûcher et qui ne s'est peut-être jamais vraiment terminée. Pour comprendre les chasses aux sorcières, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel elles se sont produites.
Et ce monde, le monde de l'Europe médiévale et du début de l'époque moderne, était très différent du nôtre. C'était un monde où la magie était réelle. Je ne veux pas dire que la magie fonctionnait vraiment. Je veux dire que presque tout le monde croyait qu'elle fonctionnait. Les paysans croyaient que certaines personnes pouvaient guérir les maladies par des formules et des herbes, ensorceler le bétail, prévoir l'avenir, retrouver les objets perdus, provoquer ou empêcher la pluie. Les nobles consultaient des astrologues avant de prendre des décisions importantes. Les rois employaient des alchimistes dans l'espoir de transmuter le plomb en or. Les prêtres eux-mêmes utilisaient des rituels qui, à nos yeux modernes, ressemblent beaucoup à de la magie, bénédiction d'eau, exorcisme de démons, invocation de saints. La frontière entre la religion et la magie était floue, mouvante, constamment renégociée. Ce que l'Église faisait était de la religion. Ce que d'autres faisaient sans son autorisation était de la magie, et potentiellement de la sorcellerie. Mais dans la pratique quotidienne, les gens ordinaires mélangeaient allègrement les deux, récitant des prières chrétiennes comme des formules magiques, portant des amulettes bénites par le prêtre à côté de talismans hérités de traditions païennes. Dans chaque village, il y avait des gens réputés pour leurs pouvoirs spéciaux. En Angleterre, on les appelait les cunning folk, les gens habiles. En France, les devins ou les leveurs de sorts. En Allemagne, les Weisfrauen, les femmes sages. Ces personnes, souvent des femmes âgées avec une connaissance des herbes médicinales, offraient des services essentiels à leur communauté. Elles aidaient à retrouver les objets volés, à identifier les voleurs, à guérir les maladies du bétail, à prédire l'avenir des récoltes. Leurs pratiques étaient techniquement illégales, mais elles étaient largement tolérées parce qu'elles étaient utiles. Un paysan dont la vache était malade préférait consulter la femme sage du village plutôt que de simplement prier et espérer. Si la vache guérissait, la femme sage recevait quelques œufs ou un peu de lait en remerciement. Si la vache mourait, eh bien, au moins on avait essayé quelque chose. Cette magie de village, la magie blanche comme on l'appelait parfois, n'était généralement pas considérée comme dangereuse ou démoniaque. C'était une ressource communautaire, un filet de sécurité dans un monde où les médecins étaient rares, chers et souvent inefficaces. L'Église catholique elle-même, pendant la majeure partie du Moyen Âge, ne considérait pas la sorcellerie comme un problème majeur. Le document de référence sur la question, le Canon Episcopi, datant du début du Xe siècle, déclarait explicitement que les croyances en la sorcellerie étaient des illusions démoniaques, pas des réalités. Les femmes qui prétendaient voler la nuit en compagnie de la déesse Diane étaient victimes de rêves trompeurs inspirés par le diable. Croire que ces choses étaient réelles, c'était pécher contre la foi, car cela attribuait au diable des pouvoirs que seul Dieu possédait. Cette position avait une conséquence pratique importante. Si la sorcellerie n'était pas réelle, alors il n'y avait pas de crime à punir. On pouvait réprimander les gens pour superstition, leur imposer des pénitences pour avoir consulté des devins, mais on ne pouvait pas les exécuter pour des actes qu'ils n'avaient pas réellement commis. La persécution des sorcières à grande échelle était logiquement impossible dans ce cadre théologique. Mais au cours des XIVe et XVe siècles, ce cadre commença à changer. Lentement, inexorablement, l'Église et les autorités séculières commencèrent à réviser leur position sur la sorcellerie. Ce qui était autrefois considéré comme une illusion devint progressivement une réalité terrifiante. Ce qui était autrefois toléré comme une superstition inoffensive devint un crime digne de mort. Plusieurs facteurs contribuèrent à ce changement. Le premier était le développement de la théologie démonologique. Les théologiens de la fin du Moyen Âge, obsédés par le problème du mal et de l'hérésie, élaborèrent une vision de plus en plus élaborée du royaume de Satan. Le diable n'était plus simplement un tentateur abstrait. Il était devenu un adversaire actif, avec une armée de démons, une hiérarchie organisée, une stratégie délibérée pour corrompre l'humanité. Dans cette vision, les sorcières n'étaient pas de simples charlatanes ou des femmes crédules victimes d'illusions. Elles étaient les agents conscients de Satan, des traîtresses à Dieu et à l'humanité qui avaient volontairement signé un pacte avec le diable en échange de pouvoirs maléfiques. Ce pacte était le cœur de la nouvelle conception de la sorcellerie. Il transformait un crime impossible en un crime très réel, le crime d'apostasie, de rébellion contre Dieu, de trahison cosmique. Le deuxième facteur était la croisade contre les hérésies. Depuis le XIIe siècle, l'Église avait mené des campagnes impitoyables contre les mouvements hérétiques, notamment les cathares dans le sud de la France. L'Inquisition avait été créée pour traquer et éliminer ces hérétiques. Au fil du temps, les inquisiteurs développèrent des techniques d'interrogatoire, des procédures légales et une psychologie de la persécution qui seraient plus tard appliquées aux sorcières. Plus significativement, les campagnes contre les hérétiques avaient habitué les Européens à l'idée que des ennemis cachés vivaient parmi eux, que des gens apparemment normaux pouvaient secrètement adorer Satan et conspirer contre la société chrétienne. Le concept de conspiration démoniaque, d'abord appliqué aux cathares, aux templiers, aux juifs, fut progressivement étendu aux sorcières. Le troisième facteur était la crise du XIVe siècle.
La grande peste de 1348 à 1350 tua entre un tiers et la moitié de la population européenne. Cette catastrophe sans précédent traumatisa profondément la société médiévale. Les gens cherchaient des explications, des coupables. Pourquoi Dieu avait-il permis une telle horreur? La réponse, pour beaucoup, était que le monde était corrompu par le péché, que des forces démoniaques étaient à l'œuvre, que des ennemis cachés empoisonnaient les puits et provoquaient la colère divine. Les Juifs furent les premiers boucs émissaires de la peste, massacrés par milliers dans toute l'Europe. Mais la logique du bouc émissaire, une fois enclenchée, pouvait s'appliquer à n'importe qui. Après les Juifs vinrent les lépreux, les mendiants, les vagabonds, et finalement les sorcières. Le quatrième facteur était l'évolution du système judiciaire. Au Moyen Âge central, le système accusatoire dominait. Pour qu'un procès ait lieu, il fallait un accusateur privé prêt à porter plainte et à risquer des sanctions s'il ne pouvait pas prouver ses accusations. Ce système offrait une certaine protection contre les accusations frivoles ou malveillantes. Mais à partir du XIIIe siècle, le système inquisitoire se répandit, d'abord dans les tribunaux ecclésiastiques puis dans les tribunaux séculiers. Dans ce système, les autorités pouvaient enquêter d'office, sans accusateur privé. Elles pouvaient utiliser la torture pour obtenir des aveux. Et surtout, elles pouvaient poursuivre des crimes qui n'avaient pas de victimes visibles, des crimes comme l'hérésie ou la sorcellerie. Tous ces facteurs convergeaient pour créer un climat de peur et de suspicion. Et dans ce climat, un homme allait allumer l'étincelle qui embraserait l'Europe. Son nom était Heinrich Kramer, et il détestait les sorcières avec une passion qui frisait l'obsession. Kramer était un dominicain allemand, inquisiteur nommé par le pape pour traquer l'hérésie dans le sud de l'Allemagne. C'était un homme de caractère difficile, querelleur, vaniteux, convaincu de sa propre importance et frustré que le monde ne reconnaisse pas suffisamment son génie. Il avait des ennemis partout, dans son propre ordre, parmi les évêques locaux, dans les villes où il essayait d'exercer son autorité. En 1485, Kramer tenta de mener une chasse aux sorcières dans la ville d'Innsbruck, au Tyrol. Il fit arrêter plusieurs femmes, les interrogea avec son zèle habituel, et prépara un procès spectaculaire. Mais les choses tournèrent mal. L'évêque local, Georg Golsé, intervint. Il examina les preuves de Kramer et les trouva insuffisantes. Il nota également que l'inquisiteur semblait obsédé par les détails sexuels des prétendus crimes, posant des questions inappropriées sur la vie intime des accusés. L'évêque Golsé mit fin au procès. Il libéra les accusés. Et il ordonna à Kramer de quitter son diocèse, le décrivant dans une lettre comme sénile et fou. C'était une humiliation publique pour l'inquisiteur. Mais Kramer ne se laissa pas décourager. Si les autorités locales ne voulaient pas le soutenir, il allait créer sa propre autorité. Il allait écrire un livre, un manuel définitif sur la sorcellerie qui prouverait à tous que le danger était réel et que des mesures drastiques étaient nécessaires. Ce livre, publié en 1486, s'intitulait Male Maleficarum, le marteau des sorcières. Le Male Maleficarum est peut-être le livre le plus maléfique jamais écrit. Non pas parce qu'il contient des formules magiques ou des invocations démoniaques, mais parce qu'il a fourni un cadre intellectuel, une justification théologique et un guide pratique pour le meurtre de masse d'innocents. Le livre est divisé en 3 parties. La première partie établit la réalité de la sorcellerie. Kramer y argumente contre les sceptiques, y compris contre la position traditionnelle du canon épiscopi. La sorcellerie existe, affirme-t-il. Les sorcières peuvent vraiment voler, vraiment se transformer en animaux, vraiment causer des maladies et des tempêtes. Nier cela, c'est nier le pouvoir de Dieu à permettre de telles choses, et donc être soi-même coupable d'hérésie. La deuxième partie décrit les différents types de sorcellerie et leurs remèdes. C'est ici que Kramer déploie son imagination morbide, détaillant comment les sorcières causent l'impuissance masculine, volent les organes génitaux des hommes, tuent les bébés dans le ventre de leur mère, provoquent des avortements, se livrent à des orgies avec des démons. Les détails sont souvent pornographiques, reflétant les obsessions sexuelles de leur auteur. La troisième partie est un manuel pratique pour les juges. Comment identifier les sorcières? Comment les arrêter? Comment les interroger? Comment utiliser la torture pour obtenir des aveux? Comment s'assurer qu'elles ne peuvent pas utiliser leur magie pour s'échapper ou pour ensorceler leurs juges? Comment les condamner? Comment les exécuter? Mais l'aspect le plus influent du Maleux était son insistance sur le fait que les sorcières étaient principalement des femmes. Kramer consacre de longues pages à expliquer pourquoi les femmes sont plus susceptibles que les hommes de succomber à la sorcellerie. Ses arguments mêlent théologie, philosophie antique et misogynie pure. Le mot même de femme, écrit Kramer, vient de fé et minus, foi et moi. Les femmes ont moins de foi que les hommes. Elles sont plus crédules, plus impressionnables, plus faibles d'esprit. Elles ont des passions plus violentes, notamment la passion de la vengeance et de la luxure. Leurs corps sont défectueux, formés d'une côte courbe d'Adam, donc naturellement portés vers la tromperie. Elles sont, par nature, des portes ouvertes au diable.
Ces arguments n'étaient pas entièrement nouveaux. La misogynie était profondément enracinée dans la culture européenne, nourrie par des siècles de théologie chrétienne sur Ève tentatrice et sur l'infériorité naturelle des femmes. Mais Cramer les systématisait, les codifiait, les rendait applicables à la poursuite légale des femmes accusées de sorcellerie. Le Male Maleficarum aurait pu rester un obscur traité théologique, lu par quelques spécialistes et oublié par l'histoire. Plusieurs facteurs ont assuré son influence durable. Le premier était l'imprimerie. Gutenberg avait inventé l'imprimerie à caractère mobile une quarantaine d'années plus tôt, et la technologie se répandait rapidement en Europe. Le Male fut l'un des premiers best-sellers de l'ère de l'imprimerie. Il fut réimprimé au moins 13 fois entre 1487 et 1520, puis de nombreuses fois encore au cours des siècles suivants. Des milliers d'exemplaires circulèrent dans toute l'Europe, atteignant des juges, des prêtres, des inquisiteurs qui n'auraient jamais eu accès à un manuscrit rare. Le deuxième facteur était la fausse approbation papale. Cramer fit précéder son livre d'une bulle du pape Innocent VIII, la Summi Desiderant Affectivu, qui appelait à la lutte contre la sorcellerie en Allemagne. Cette bulle avait été obtenue par Cramer avant son humiliation à Innsbruck, et elle ne concernait pas spécifiquement le Male. Mais en la plaçant au début de son livre, Cramer donnait l'impression que le pape lui-même approuvait son contenu. Peu de lecteurs vérifiaient. Le troisième facteur était l'approbation apparente de la faculté de théologie de Cologne. Cramer obtint une lettre de quelques théologiens de Cologne qui semblaient valider son œuvre. En réalité, la faculté dans son ensemble n'avait jamais officiellement approuvé le livre, et plusieurs théologiens le critiquèrent durement. Mais encore une fois, la lettre figurait dans les premières pages, et peu de lecteurs enquêtaient plus loin. Ces tactiques de marketing intellectuel furent remarquablement efficaces. Le Male Maleficarum devint le texte de référence sur la sorcellerie, consulté par des générations de juges et de chasseurs de sorcières. Ses procédures furent adoptées, ses arguments répétés, sa misogynie internalisée. Quand un juge du XVIe ou du XVIIe siècle se demandait comment mener un procès pour sorcellerie, c'est vers le Male qu'il se tournait. Et ainsi, la vendetta personnelle d'un inquisiteur frustré et probablement dérangé se transforma en manuel pour le massacre. Les morts d'Innsbruck, les femmes que l'évêque Golsey avait sauvées, furent les dernières que Heinrich Cramer ne put atteindre. Après lui, grâce à lui, des dizaines de milliers d'autres n'eurent pas cette chance. Mais comment, concrètement, une chasse aux sorcières se déclenchait-elle? Comment une communauté passait-elle de la vie normale aux arrestations, aux tortures, aux bûchers? Le processus était à la fois banal et terrifiant, enraciné dans les tensions ordinaires de la vie villageoise. Tout commençait généralement par un malheur. Une vache qui tombait malade sans raison apparente. Un enfant qui mourait subitement dans son berceau. Une tempête de grêle qui détruisait une récolte. Une épidémie qui frappait le village. Dans notre monde moderne, nous cherchons des explications naturelles à de tels événements, des maladies infectieuses, des accidents météorologiques, des malformations congénitales. Mais dans l'Europe prémoderne, où les connaissances scientifiques étaient limitées et où la mort frappait de manière imprévisible et fréquente, l'explication naturelle n'était qu'une possibilité parmi d'autres. Et l'autre possibilité, celle qui était toujours présente dans les esprits, c'était la sorcellerie. Quand le malheur frappait, les gens cherchaient une cause. Et souvent, cette cause avait un visage humain. Une voisine avec qui on s'était disputé récemment. Une mendiante à qui on avait refusé l'aumône. Une vieille femme étrange qui vivait seule en bordure du village. Les tensions sociales accumulées, les rancœurs, les jalousies, les peurs trouvaient soudain un exutoire. Il y avait un schéma classique que les historiens ont identifié dans de nombreux cas de sorcellerie. Une personne A refuse quelque chose à une personne B, typiquement une aumône, un prêt, un service. La personne B marmonne une malédiction ou simplement s'en va d'un air mécontent. Plus tard, un malheur frappe la personne A ou sa famille. La personne A, rongée par la culpabilité d'avoir refusé l'aide et cherchant à expliquer son malheur, conclut que la personne B l'a ensorcelé. Ce schéma révèle quelque chose d'important sur la psychologie des accusations de sorcellerie. Les accusateurs n'étaient pas toujours des gens cruels ou malveillants. Souvent, ils étaient eux-mêmes en proie à des émotions complexes. La culpabilité de ne pas avoir été charitable, la peur face au malheur inexplicable, le besoin de trouver une explication qui les déchargeait de leurs responsabilités. Accuser une sorcière, c'était transformer sa propre culpabilité en colère légitime, sa propre peur en action concrète. Une fois l'accusation formulée, même informellement, elle commençait à se répandre. Les commérages de village faisaient leur œuvre. D'autres personnes se souvenaient de moments où elles avaient eu des problèmes après avoir rencontré l'accusé. Les incidents anodins étaient réinterprétés comme des signes de malveillance. Une réputation de sorcière commençait à se cristalliser. Il fallait parfois des années pour qu'une rumeur se transforme en accusation formelle. L'accusé pouvait vivre pendant longtemps sous ce nuage de suspicion, marginalisé, évité, mais pas encore arrêté. Le passage à l'arrestation dépendait de nombreux facteurs,
la gravité des malheurs attribués à la sorcière, la volonté des autorités locales de prendre l'affaire au sérieux, la présence ou l'absence de protecteurs pour l'accusé. Mais quand les autorités décidaient d'agir, le processus s'accélérait brutalement. L'accusée était arrêtée, souvent à l'aube, arrachée à son lit par des hommes armés. Elle était amenée devant le juge ou l'inquisiteur, qui commençait l'interrogatoire. Le premier interrogatoire se faisait généralement sans torture. Le juge posait des questions sur la vie de l'accusée, sur ses relations avec ses voisins, sur les accusations portées contre elle. Il cherchait des contradictions, des aveux involontaires, des signes de culpabilité. Pendant ce temps, d'autres officiers pouvaient fouiller la maison de l'accusé, cherchant des preuves de sorcellerie, des onguents suspects, des herbes inhabituelles, des objets qui pourraient être des talismans ou des instruments magiques. L'accusée était également soumise à un examen physique, la recherche de la marque du diable. Les chasseurs de sorcières croyaient que le diable marquait ses disciples d'un signe visible sur le corps, un grain de beauté inhabituel, une cicatrice, une zone de peau insensible. Des matrones ou des bourreaux examinaient le corps entier de l'accusé, rasant ses cheveux et ses poils pubiens pour ne rien manquer, enfonçant des aiguilles dans sa peau pour trouver les zones insensibles. Cette recherche de la marque était particulièrement perverse parce qu'elle garantissait presque toujours de trouver quelque chose. Tout le monde a des grains de beauté, des taches de naissance, des zones de peau moins sensibles que d'autres. Les examinateurs, qui croyaient fermement à l'existence de la marque et qui étaient souvent payés à la pièce, trouvaient toujours ce qu'ils cherchaient. Une autre épreuve courante était l'épreuve de l'eau, ou nage des sorcières. L'accusé était ligoté, le pouce droit attaché au gros orteil gauche et vice-versa, puis jeté dans un étang ou une rivière. Si elle flottait, c'était la preuve qu'elle était une sorcière, car l'eau pure, élément du baptême, rejetait les agents du diable. Si elle coulait, elle était innocente. L'absurdité de cette épreuve est évidente. Une personne ligotée de cette manière avait de grandes difficultés à couler, même si elle le voulait. Et même si elle coulait, le temps de la repêcher, elle pouvait très bien se noyer. L'épreuve de l'eau était essentiellement un choix entre la condamnation et la mort accidentelle. Il y avait aussi l'épreuve des larmes. Les chasseurs de sorcières croyaient que les vraies sorcières étaient incapables de pleurer. Pendant les interrogatoires, on observait attentivement les accusés pour voir si elles versaient des larmes sincères. Une femme trop effrayée ou trop choquée pour pleurer était considérée comme suspecte. Une femme qui pleurait abondamment pouvait être soupçonnée de simuler. Toutes ces épreuves servaient le même but, confirmer la culpabilité présumée de l'accusé. Elles n'étaient pas conçues pour découvrir la vérité, mais pour justifier une conclusion déjà tirée. Le système judiciaire des procès de sorcellerie n'était pas un système d'enquête, c'était un système de confirmation. Mais le véritable instrument de la fabrication des sorcières était la torture. Et c'est dans les chambres de torture de l'Europe prémoderne que nous devons maintenant descendre. La torture était le cœur noir des chasses aux sorcières. Sans elle, les grandes paniques n'auraient jamais été possibles. Sans elle, les confessions détaillées de sabbat, de vols nocturnes, de pactes avec le diable n'auraient jamais existé. Car ces confessions n'étaient pas le fruit de souvenirs réels ou même de délires sincères. Elles étaient le produit méthodique de la douleur, fabriquée pièce par pièce dans les chambres de torture de l'Europe. La torture judiciaire était légale dans la plupart des juridictions européennes de l'époque. Elle était réglementée, codifiée, entourée de règles censées prévenir les abus. En théorie, la torture ne pouvait être appliquée que lorsqu'il existait déjà des preuves substantielles de culpabilité. En théorie, elle ne pouvait pas durer plus d'1 heure. En théorie, elle ne pouvait pas être répétée plus de 3 fois. En théorie, les aveux obtenus sous torture devaient être confirmés librement le lendemain pour être valides. En pratique, toutes ces règles étaient contournées, ignorées, ou interprétées de manière à les rendre inutiles. Les juges qui voulaient des aveux trouvaient toujours des moyens de les obtenir. La règle contre la répétition de la torture était particulièrement facile à contourner. Les juges déclaraient simplement que chaque nouvelle session n'était pas une répétition mais une continuation de la session précédente. Une torture qui aurait dû être limitée à 3 séances pouvait ainsi se prolonger pendant des semaines, des mois, avec des pauses juste assez longues pour que la victime récupère suffisamment de force pour être torturée à nouveau. La règle exigeant la confirmation libre des aveux était tout aussi illusoire. L'accusé qui rétractait sa confession le lendemain était simplement ramené à la chambre de torture et torturé à nouveau jusqu'à ce qu'elle confirme. Le choix n'était pas entre avouer et être libre, mais entre avouer et mourir rapidement ou nier et mourir lentement dans d'atroces souffrances. Les méthodes de torture utilisées dans les procès de sorcellerie étaient variées et ingénieuses dans leur cruauté. La plus courante était le strappado, aussi appelé l'estrapade. Les mains de la victime étaient attachées dans son dos, puis elle était hissée en l'air par une corde attachée à ses poignets. Son propre poids disloquait ses épaules. On pouvait aggraver la douleur en attachant des poids à ses pieds, ou en la laissant tomber brusquement puis en arrêtant sa chute juste avant qu'elle ne touche le sol, ce qui infligeait un choc terrible à ses articulations déjà endommagées.
Les brodequins étaient un autre instrument favori. Les jambes de la victime étaient placées entre des planches de bois, et des coins étaient enfoncés entre les planches, écrasant progressivement les os. Le bruit des os qui craquaient était censé accompagner les aveux les plus sincères. Le chevalet, ou échelle, étirait le corps de la victime en tirant sur ses membres dans des directions opposées. Les articulations se disloquaient, les tendons se déchiraient, la colonne vertébrale s'étirait au-delà de sa capacité naturelle. Des victimes sont ressorties du chevalet plusieurs centimètres plus grandes qu'elles n'y étaient entrées, et définitivement handicapées. Il y avait aussi les tenailles chauffées à blanc, utilisées pour arracher des morceaux de chair. Les fers qui brûlaient la peau. Les aiguilles enfoncées sous les ongles. L'eau versée goutte à goutte sur le front jusqu'à rendre fou. L'immersion dans l'eau glacée. La suspension par les pouces. L'écartèlement partiel. Mais peut-être la méthode la plus insidieuse était-elle la plus simple, la privation de sommeil. L'accusé était maintenu éveillé pendant des jours, parfois des semaines, par des gardes qui la piquaient, la secouaient, lui jetaient de l'eau froide dès qu'elle commençait à s'assoupir. La privation de sommeil prolongée provoque des hallucinations, une confusion mentale, une suggestibilité extrême. Après quelques jours sans dormir, la victime était prête à croire et à dire n'importe quoi. Cette méthode avait un avantage supplémentaire pour les tortionnaires, elle ne laissait pas de marques visibles. Une femme torturée par privation de sommeil pouvait être présentée au tribunal sans les blessures évidentes qui auraient pu susciter la sympathie ou le doute. Elle semblait simplement fatiguée, confuse, peut-être un peu folle, ce qui confirmait l'idée qu'elle était possédée par des forces démoniaques. Face à de telles souffrances, presque tout le monde finissait par avouer. C'est un fait que les psychologues modernes comprennent bien. La torture ne produit pas la vérité, elle produit ce que le tortionnaire veut entendre. Une personne soumise à une douleur extrême et prolongée dira n'importe quoi pour que la douleur s'arrête. Elle avouera des crimes qu'elle n'a pas commis. Elle accusera des personnes qu'elle sait innocentes. Elle inventera des détails fantastiques pour satisfaire les attentes de ses bourreaux. Et c'est exactement ce qui se passait dans les procès de sorcellerie. Les juges et les tortionnaires avaient des attentes très précises sur ce qu'une sorcière devait confesser. Ils avaient lu le Male Maleficarum et d'autres traités démonologiques. Ils savaient que les sorcières signaient des pactes avec le diable, qu'elles volaient la nuit pour se rendre à des sabbats, qu'elles s'accouplaient avec des démons, qu'elles tuaient des enfants et les dévoraient. Ils posaient des questions orientées, suggéraient des réponses, récompensaient les aveux qui correspondaient à leurs attentes et punissaient les dénégations. Le résultat était une uniformité remarquable des confessions à travers l'Europe. Des femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui vivaient à des centaines de kilomètres les unes des autres, qui parlaient des langues différentes, confessaient des crimes presque identiques. Elles décrivaient les mêmes sabbats, les mêmes rituels, les mêmes démons. Pour les chasseurs de sorcières, cette uniformité était la preuve que les confessions étaient vraies. En réalité, c'était la preuve que les tortionnaires suivaient tous le même script. Mais le pire aspect de la torture n'était pas les souffrances qu'elle infligeait aux accusés initiales. C'était la réaction en chaîne qu'elle déclenchait. Car les juges ne se contentaient pas de faire avouer aux sorcières leurs propres crimes. Ils les forçaient également à dénoncer leurs complices. Qui d'autre était présent au sabbat? Qui avez-vous vu danser avec le diable? Qui vous a initié à la sorcellerie? Ces questions étaient posées avec insistance, accompagnées de torture, jusqu'à ce que l'accusé donne des noms. Et elle finissait toujours par donner des noms, parce que c'était le seul moyen de faire cesser la douleur. Les noms qu'elle donnait n'étaient pas choisis au hasard. Sous la torture, l'esprit humain cherche désespérément des réponses qui satisferont le tortionnaire. L'accusé nommait les personnes qui lui venaient à l'esprit, ses voisines, ses amis, ses ennemis, parfois ses propres parentes. Elle nommait les femmes qui avaient déjà une réputation suspecte, mais aussi des femmes parfaitement respectables, simplement parce que leur visage lui était venu à l'esprit dans un moment de souffrance extrême. Et chaque nom donné sous torture devenait le point de départ d'une nouvelle arrestation, d'une nouvelle torture, de nouvelles dénonciations. Une seule accusée pouvait en nommer 5 autres. Ces 5 pouvaient en nommer 25. Ces 25 pouvaient en nommer plus d'une centaine. La progression était géométrique, et elle ne s'arrêtait que lorsque quelqu'un, quelque part, décidait d'y mettre fin. Ce mécanisme de dénonciation en chaîne explique pourquoi les chasses aux sorcières pouvaient atteindre des proportions si terrifiantes. Ce n'était pas simplement de la cruauté individuelle ou de la superstition villageoise. C'était un système qui s'auto-alimentait, une machine à produire des sorcières qui fonctionnait d'autant mieux qu'on lui donnait du carburant. Les juges qui menaient ces procès n'étaient généralement pas des sadiques qui prenaient plaisir à la souffrance. Beaucoup étaient des hommes sincèrement convaincus qu'ils luttaient contre une menace réelle. Ils croyaient aux sorcières parce que tous les gens éduqués de leur époque y croyaient. Ils utilisaient la torture parce que c'était la procédure légale standard. Ils acceptaient les dénonciations parce qu'elles semblaient confirmer ce qu'ils savaient déjà, qu'une conspiration démoniaque menaçait la chrétienté. C'est cette sincérité qui rend les chasses aux sorcières si troublantes. Ce n'était pas le triomphe du mal conscient. C'était le triomphe de l'erreur sincère,
de la certitude aveugle, du système qui s'emballe au-delà de tout contrôle. Les victimes, elles, se retrouvaient dans une situation impossible. Nier était inutile, la torture continuait jusqu'à l'aveu. Avouer rapidement pouvait abréger les souffrances, mais mener à l'exécution et obligeait à dénoncer d'autres innocents. Certaines tentaient de se suicider pour échapper à l'horreur, mais les gardes veillaient, et le suicide était considéré comme une preuve supplémentaire de culpabilité, une dernière victoire du diable sur l'âme de sa servante. Quelques rares accusés trouvaient des moyens de résister. Certaines dénonçaient des personnes déjà mortes ou des personnes si puissantes que les juges n'osaient pas les arrêter. D'autres donnaient des noms inventés, des personnes qui n'existaient pas ou qui vivaient dans des régions lointaines et inaccessibles. Mais ces stratagèmes fonctionnaient rarement longtemps. Les juges finissaient par s'en apercevoir et redoublaient de sévérité. La grande majorité des accusés finissaient par faire exactement ce qu'on attendait d'elles. Elles avouaient les crimes qu'on leur suggérait. Elles dénonçaient les personnes qu'on leur demandait de dénoncer. Elles confirmaient leurs aveux devant le tribunal. Et elles montaient au bûcher en ayant perdu non seulement leur vie, mais aussi leur intégrité, leur dignité, leur sens de leur propre innocence. Car c'est peut-être l'aspect le plus cruel de la torture, elle ne détruit pas seulement le corps, elle détruit l'âme. Après des semaines de souffrance, après avoir été forcée de dire des mensonges qu'elle savait être des mensonges, après avoir dénoncé des amis et des parentes qu'elle savait innocentes, la victime ne savait parfois plus elle-même ce qui était vrai et ce qui était faux. Peut-être avait-elle vraiment signé un pacte avec le diable. Peut-être avait-elle vraiment volé au sabbat. La réalité s'était dissoute dans la douleur. Avec ces mécanismes en place, il n'est pas surprenant que certaines régions d'Europe aient connu des paniques de sorcellerie d'une ampleur terrifiante. Ces grandes chasses représentent les moments les plus sombres de cette sombre histoire, les moments où le système de persécution a atteint sa pleine et terrible efficacité. L'une des premières grandes paniques eut lieu dans la région de Trier, dans l'actuelle Allemagne, entre 1581 et 1593. Trier était un archevêché, gouverné par un prince-évêque qui cumulait autorité religieuse et pouvoir temporel. Cette concentration de pouvoir, sans les contrepoids qui existaient dans d'autres régions, permit à la chasse aux sorcières de se développer sans frein. La panique commença dans les villages ruraux autour de la ville, puis se propagea à Trier même. Les dénonciations en chaîne firent leur œuvre habituelle. Des familles entières furent exterminées. Des villages furent presque vidés de leurs habitants féminins. Un chroniqueur de l'époque, le prêtre et historien Dietrich Flad, nota avec horreur que dans 2 villages, il ne restait qu'une seule femme vivante dans chacun. Ce même Dietrich Flad allait connaître un destin tragique. Homme cultivé et respecté, il avait initialement participé au procès comme juge. Mais il commença à douter, à se demander si les confessions obtenues sous torture avaient une quelconque valeur. Il exprima ses doutes, suggéra que certaines accusations étaient exagérées. Ce fut son arrêt de mort. Les chasseurs de sorcières n'acceptaient pas la dissidence. Quiconque doutait de la réalité de la conspiration sorcière était lui-même suspect de complicité avec le diable. Flad fut accusé de sorcellerie par des femmes qu'il avait autrefois jugées. Sous la torture, il avoua. En 1589, il fut brûlé vif. Le juge était devenu la victime, preuve que personne n'était à l'abri. Au total, la panique de Trier fit environ 368 victimes connues, mais le chiffre réel était probablement plus élevé, car les archives sont incomplètes. Pour une région relativement peu peuplée, c'était une saignée démographique considérable. Mais Trier n'était qu'un prélude. Les paniques les plus dévastatrices allaient survenir au début du XVIIe siècle, dans les principautés ecclésiastiques de Franconie, Bamberg, Würzburg et leurs environs. Bamberg était gouverné par le prince-évêque Johann Georg de Fuchs von Dornheim, surnommé par la postérité le Hexenbischof, l'évêque des sorcières. Ce prélat était convaincu que son territoire était infesté de serviteurs de Satan, et il était déterminé à les exterminer jusqu'au dernier. Sous son règne, de 1623 à 1633, Bamberg connut une chasse aux sorcières d'une intensité sans précédent. Johann Georg fit construire une Drudenau, une maison des sorcières, spécialement conçue pour l'interrogatoire et la torture des accusés. Le bâtiment pouvait contenir des dizaines de prisonniers à la fois, et il était rarement vide. La panique de Bamberg illustre parfaitement comment les dénonciations en chaîne pouvaient échapper à tout contrôle. Au début, les victimes étaient principalement des femmes pauvres et marginales, le profil classique de la sorcière. Mais au fur et à mesure que les tortionnaires exigeaient plus de noms, les accusations commencèrent à toucher des personnes de plus en plus élevées dans la hiérarchie sociale. Des épouses de conseillers municipaux furent arrêtées. Puis les conseillers eux-mêmes. Puis des nobles. Puis des prêtres. Le bourgmestre de Bamberg, Johannes Junius, fut accusé, torturé et exécuté en 1628. Avant de mourir, il réussit à faire passer clandestinement une lettre à sa fille, l'un des documents les plus poignants de l'histoire des chasses aux sorcières. Dans cette lettre, Junius décrit les tortures qu'il a subies et les faux aveux qu'il a été forcé de faire. Il écrit à sa fille, « Innocente je suis venu en prison,
innocente j'ai été torturée, innocente je dois mourir. Car quiconque entre dans la maison des sorcières doit devenir une sorcière ou être torturé jusqu'à ce qu'il invente quelque chose à confesser. Il lui demande de ne pas le juger pour les aveux qu'il a faits, car ils ont été arrachés par une douleur insupportable. Il termine par ces mots déchirants, « Bonne nuit, car ton père Johannes Junius ne te verra plus jamais. » Au total, la panique de Bamberg fit environ 600 victimes entre 1626 et 1631. Mais les chiffres exacts sont difficiles à établir, car de nombreuses archives ont été détruites, peut-être délibérément par des successeurs honteux de Johann Georg. Würzburg, la principauté voisine, connut une panique encore plus meurtrière à la même époque. Le prince-évêque Philippe Adolphe von Ehrenberg était tout aussi zélé que son homologue de Bamberg dans la chasse aux sorcières. Entre 1626 et 1631, environ 900 personnes furent exécutées à Würzburg, soit proportionnellement un massacre encore plus important qu'à Bamberg. La panique de Würzburg est particulièrement notable pour la diversité de ses victimes. Les listes d'exécutions qui nous sont parvenues mentionnent des gens de tous âges et de toutes conditions, des vieilles femmes, bien sûr, mais aussi des jeunes filles, des enfants, des hommes adultes, des prêtres, des nobles. L'une des listes mentionne le plus beau garçon de Würzburg, exécuté à l'âge de 13 ans. Une autre mentionne un enfant de 7 ans, accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec des démons. Les enfants accusés de sorcellerie représentent l'un des aspects les plus troublants de ces paniques. Comment des adultes apparemment rationnels pouvaient-ils croire qu'un enfant de 7 ans avait signé un pacte avec le diable? La réponse est que la logique interne du système de chasse aux sorcières ne connaissait pas de limite d'âge. Si les sorcières adultes pouvaient initier d'autres personnes, pourquoi pas des enfants? Si le diable cherchait des âmes à corrompre, pourquoi épargnerait-il les plus jeunes et les plus vulnérables? Dans certains cas, les enfants étaient des accusateurs plutôt que des accusés. Des enfants qui prétendaient avoir été ensorcelés, ou qui affirmaient avoir vu des voisines au sabbat, étaient pris au sérieux par les autorités. Leurs témoignages, souvent incohérents et fantaisistes, étaient interprétés comme des preuves de la réalité de la sorcellerie. Les enfants pouvaient être particulièrement dangereux comme accusateurs parce qu'ils étaient considérés comme incapables de mentir ou de comprendre les conséquences de leurs paroles. Mais dans d'autres cas, les enfants étaient eux-mêmes victimes de la machine judiciaire. Dénoncés par des adultes sous torture, ils étaient arrêtés, interrogés, parfois torturés à leur tour. Leur confession, obtenue par la peur et la manipulation, servait à alimenter la panique. Et à la fin, ils montaient au bûcher comme leurs aînés. En dehors de l'Allemagne, d'autres régions de l'Europe connurent des paniques significatives. La Franche-Comté, alors territoire espagnol, vit Henri Boguet, grand juge de Saint-Claude, mener une chasse impitoyable entre 1598 et 1616. Boguet écrivit un traité sur la sorcellerie, le discours exécrable des sorciers, dans lequel il se vantait d'avoir fait exécuter environ 600 personnes en 15 ans. Les historiens modernes pensent que ce chiffre est exagéré, mais même une fraction de ce nombre représenterait un massacre considérable pour une région aussi peu peuplée. L'Écosse connut également des vagues de persécutions intenses, notamment sous le règne de Jacques VI, qui deviendrait plus tard Jacques Ier d'Angleterre. Jacques était personnellement convaincu de la réalité de la sorcellerie, peut-être à cause d'un incident survenu en 1590, une tempête avait failli couler le navire qui ramenait sa fiancée du Danemark, et des sorcières furent accusées d'avoir provoqué cette tempête par magie. Le procès des sorcières de North Berwick, en 1590 à 1591, impliqua plus de 70 accusés et produisit des confessions spectaculaires. Agnès Sampson, une sage-femme respectée, avoua sous torture avoir rencontré le diable dans l'église de North Berwick en compagnie de 200 autres sorcières. Elles avaient dansé, chanté des chansons blasphématoires, et comploté pour tuer le roi par la magie. Jacques s'y interrogea personnellement Agnès Sampson et fut convaincu de la véracité de ses aveux quand elle lui révéla des détails de sa nuit de noces qu'elle n'aurait pu connaître que par magie. Il ne lui vint apparemment pas à l'esprit que ces détails pouvaient lui avoir été suggérés par ses tortionnaires, ou qu'ils étaient suffisamment génériques pour s'appliquer à n'importe quelle nuit de noces. Inspiré par cette expérience, Jacques écrivit son propre traité sur la démonologie, dans lequel il défendait la réalité de la sorcellerie et la nécessité de la persécuter. Ce livre, Démonologie, publié en 1597, contribua à légitimer les chasses aux sorcières en Écosse et en Angleterre. Un cas particulièrement intéressant est celui du Pays basque espagnol, où une grande panique éclata en 1609 à 1611. Pierre de Lancre, un juge français, fut envoyé par le roi Henri IV pour enquêter sur des rumeurs de sorcellerie dans le Labourd. De Lancre était un homme cultivé, auteur de plusieurs ouvrages, mais il était aussi profondément convaincu de la réalité de la conspiration sorcière. Son enquête dans le Pays basque produisit des résultats spectaculaires. De Lancre estima qu'environ 3000 personnes avaient participé au sabbat de la région. Il fit brûler au moins 80 personnes et en aurait brûlé bien plus si l'indignation locale n'avait pas forcé les autorités à mettre fin à sa mission.
Mais c'est de l'autre côté de la frontière, dans le Pays basque espagnol, que se produisit l'un des épisodes les plus remarquables de l'histoire des chasses aux sorcières. L'Inquisition espagnole, contrairement à ce que l'on pourrait penser, était relativement modérée en matière de sorcellerie. Les inquisiteurs espagnols étaient sceptiques face aux accusations de vol nocturne et de sabbat, qu'ils considéraient souvent comme des illusions ou des mensonges. En 1610, l'inquisiteur Alonso de Salazar Fría fut envoyé pour enquêter sur une prétendue épidémie de sorcellerie dans la région de Logroño. Au lieu de simplement confirmer les accusations, Salazar mena une enquête méthodique. Il interrogea des milliers de personnes, vérifia les alibis, confronta les témoignages contradictoires. Sa conclusion fut révolutionnaire, il n'avait trouvé aucune preuve convaincante que les sabbats aient réellement eu lieu. Dans son rapport à l'Inquisition suprême, Salazar écrivit une phrase qui résume parfaitement le cercle vicieux des chasses aux sorcières. « Je n'ai pas trouvé la moindre preuve permettant de conclure qu'un seul acte de sorcellerie ait réellement eu lieu. De plus, j'ai acquis la certitude qu'il n'y aurait pas eu de sorcières ni d'ensorcelés dans ce pays si l'on n'en avait pas parlé et écrit. » En d'autres termes, c'était la chasse elle-même qui créait les sorcières. Sans les accusations, les interrogatoires, les tortures, les paniques, il n'y aurait eu que des paysans ordinaires vivant leurs vies ordinaires. La sorcellerie n'existait que parce que les gens y croyaient et agissaient en conséquence. Grâce au rapport de Salazar, l'Inquisition espagnole adopta des règles beaucoup plus strictes pour les procès de sorcellerie, rendant les condamnations presque impossibles. L'Espagne et ses territoires furent largement épargnés par les grandes paniques qui ravagèrent l'Allemagne et d'autres régions au XVIIe siècle. Mais qui étaient ces personnes accusées de sorcellerie? Peut-on dresser un portrait type de la sorcière européenne? Les statistiques compilées par les historiens modernes révèlent des tendances claires. Environ 75 à 80% des personnes exécutées pour sorcellerie étaient des femmes. Ce déséquilibre de genre était encore plus prononcé dans certaines régions. En Angleterre, plus de 90% des accusés étaient des femmes. Dans d'autres régions, comme l'Islande, la majorité des accusés étaient en fait des hommes, mais ces cas étaient exceptionnels. Parmi les femmes accusées, certains profils revenaient fréquemment. Les veuves étaient surreprésentées, probablement parce qu'elles vivaient souvent seules, sans la protection d'un mari, et étaient donc plus vulnérables aux accusations. Les femmes âgées étaient également plus susceptibles d'être accusées que les jeunes, peut-être parce que leur corps vieillissant correspondait au stéréotype de la sorcière laide et desséchée. Les femmes pauvres, qui dépendaient de la charité de leurs voisins, étaient particulièrement à risque. Comme nous l'avons vu, le schéma classique de l'accusation impliquait souvent une mendiante à qui l'on avait refusé l'aumône. Les femmes qui exerçaient certains métiers, notamment les sages-femmes et les guérisseuses, étaient également suspectes. Leur connaissance des herbes et des remèdes traditionnels pouvait facilement être interprétée comme de la magie, et leur proximité avec les naissances et les morts les exposait aux accusations quand quelque chose tournait mal. Les femmes au caractère difficile, celles qui se querellaient avec leurs voisins, qui parlaient fort, qui refusaient de se soumettre aux normes de comportement féminin, étaient également des cibles fréquentes. La sorcière n'était pas seulement une femme qui faisait de la magie. C'était une femme qui ne respectait pas sa place dans l'ordre social, qui menaçait les hiérarchies établies, qui incarnait tout ce que la société craignait chez les femmes. Mais ces profils types ne doivent pas nous faire oublier que les accusations pouvaient frapper n'importe qui. Des femmes jeunes et belles furent accusées. Des femmes riches et respectées furent accusées. Des hommes, quoique moins nombreux, furent accusés. Des enfants furent accusés. Des prêtres et des moines furent accusés. Des nobles et des magistrats furent accusés. Dans les grandes paniques, quand les dénonciations en chaîne échappaient à tout contrôle, les anciennes règles ne s'appliquaient plus. La sorcière typique du début de la panique, pauvre, vieille, marginale, cédait la place à des victimes de plus en plus diverses. À Würzburg, comme nous l'avons vu, des enfants de 7 ans et des nobles furent exécutés aux côtés des mendiantes traditionnelles. L'un des cas les plus célèbres d'accusation masculine est celui d'Urbain Grandier, curé de Loudun en France. Grandier était un homme élégant, cultivé et libertin, qui s'était fait de nombreux ennemis dans sa paroisse par son arrogance et ses liaisons amoureuses. En 1632, les Ursulines de Loudun, un couvent de religieuses, commencèrent à manifester des comportements étranges, des convulsions, des blasphèmes, des voix démoniaques, et elles accusèrent Grandier de les avoir ensorcelés. L'affaire de Loudun devint un spectacle public, attirant des foules venues de toute la France pour voir les religieuses possédées et assister aux exorcismes. Grandier fut arrêté, jugé, et exécuté en 1634, malgré ses protestations d'innocence et malgré le scepticisme de certains observateurs qui voyaient dans toute l'affaire une manipulation politique. Le cas Grandier illustre comment les accusations de sorcellerie pouvaient être utilisées comme armes dans des conflits personnels et politiques. Grandier avait des ennemis puissants, notamment le cardinal de Richelieu, et l'accusation de sorcellerie leur fournit un moyen commode de l'éliminer. La possession des Ursulines, qu'elle ait été simulée, hystérique ou une combinaison des deux, servit de prétexte à une exécution qui était essentiellement un assassinat judiciaire.
Les enfants jouèrent des rôles variés et troublants dans les chasses aux sorcières. Parfois victimes, comme nous l'avons vu, ils étaient aussi parfois accusateurs. L'affaire des sorcières de Salem, en 1692 dans le Massachusetts colonial, fut déclenchée par les accusations d'un groupe de jeunes filles qui prétendaient être tourmentées par des sorcières. Ces filles, dont certaines n'avaient que 9 ans, furent prises au sérieux par les autorités, et leurs accusations conduisirent à l'exécution de 20 personnes. En Suède, la grande panique de Mora en 1668 à 1676 impliqua également des enfants accusateurs. Des centaines d'enfants affirmèrent avoir été emmenés au sabbat par des sorcières, où ils avaient vu le diable et participé à des rituels obscènes. Les autorités suédoises, habituellement prudentes, furent submergées par cette vague d'accusations enfantines. Plus de 70 adultes furent exécutés, et 15 enfants également, accusés d'avoir eux-mêmes pratiqué la sorcellerie. Comment expliquer ces accusations par des enfants? Les historiens et les psychologues ont proposé plusieurs explications. Certains enfants étaient probablement coachés par des adultes qui avaient leur propre raison de vouloir accuser telle ou telle personne. D'autres étaient pris dans une dynamique de groupe, où les accusations d'un enfant encourageaient les autres à en faire autant pour attirer l'attention ou pour éviter d'être accusés à leur tour. La psychologie de la suggestion joue également un rôle. Des enfants interrogés de manière répétée par des adultes qui croient à la sorcellerie peuvent finir par croire eux-mêmes aux histoires qu'ils racontent. Leurs souvenirs peuvent être contaminés par les questions orientées de leurs interrogateurs. Ce phénomène, bien étudié par les psychologues modernes dans le contexte des faux souvenirs, était certainement à l'œuvre dans les procès de sorcellerie impliquant des enfants. Derrière chaque accusation, derrière chaque torture, derrière chaque exécution, il y avait des hommes qui croyaient faire leur devoir. Les chasseurs de sorcières, les inquisiteurs, les juges n'étaient généralement pas des monstres. C'étaient des professionnels qui appliquaient les lois et les procédures de leur temps, convaincus qu'ils protégeaient la société contre une menace réelle. Certains, cependant, se distinguèrent par leur zèle, leur cruauté ou leur célébrité. Leurs noms sont passés à la postérité comme des symboles de l'horreur des chasses aux sorcières. Matthew Hopkins, le chasseur de sorcières autoproclamé, est peut-être le plus célèbre de ses persécuteurs, du moins dans le monde anglophone. Hopkins était un petit gentilhomme anglais de l'Essex qui, dans le contexte chaotique de la guerre civile anglaise, se découvrit une vocation pour la chasse aux sorcières. Entre 1644 et 1647, Hopkins et son associé John Stern parcoururent l'est de l'Angleterre, se présentant aux autorités locales comme des experts en détection de sorcières. Ils utilisaient principalement la privation de sommeil et la recherche de la marque du diable pour obtenir des confessions. Leur passage dans une communauté était invariablement suivi d'une vague d'exécutions. On estime que Hopkins fut responsable de la mort d'environ 300 personnes en seulement 3 ans, soit plus que le total des exécutions pour sorcellerie en Angleterre pendant tout le siècle précédent. Il fut particulièrement actif dans les comtés de l'Est, où l'effondrement de l'autorité centrale pendant la guerre civile lui donna une liberté d'action presque illimitée. Hopkins écrivit un petit livre, The Discovery of Witch, dans lequel il défendait ses méthodes et répondait aux critiques. Ce qui frappe à la lecture de ce texte, c'est la sincérité apparente de l'auteur. Hopkins ne se présentait pas comme un persécuteur, mais comme un défenseur de l'ordre et de la foi, un homme qui accomplissait un travail difficile mais nécessaire. La carrière de Hopkins prit fin aussi brusquement qu'elle avait commencé. En 1647, il disparut des archives historiques. Certains récits ultérieurs affirment qu'il fut lui-même accusé de sorcellerie et exécuté, mais c'est probablement une légende. Il mourut plus vraisemblablement de tuberculose, sans jamais avoir été inquiété pour ses crimes. En France, Pierre de Lancre représente un autre type de chasseur de sorcières, le magistrat cultivé, auteur de traités, convaincu d'œuvrer pour le bien. De Lancre était conseiller au Parlement de Bordeaux quand il fut envoyé au Pays Basque en 1609. Son enquête, comme nous l'avons vu, fut brutale et meurtrière. Mais de Lancre était aussi un intellectuel qui écrivit plusieurs livres sur la sorcellerie et les démons. Dans son tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, il décrit en détail les sabbats auxquels les sorcières basques auraient participé, avec une précision presque ethnographique. Ces descriptions sont si vivantes qu'on pourrait presque croire qu'il y avait assisté lui-même. Cette combinaison de cruauté pratique et de sophistication intellectuelle est troublante. De Lancre n'était pas un homme stupide ou ignorant. C'était un érudit qui croyait sincèrement aux histoires fantastiques qu'il consignait dans ses livres. Sa crédulité n'était pas le produit de l'ignorance, mais d'un système de croyances partagé par toute la classe éduquée de son époque. Nicolas Rémy, procureur général de Lorraine, est un autre exemple de ce type. Rémy prétendit avoir fait condamner environ 900 sorcières au cours de sa carrière, bien que les historiens modernes considèrent ce chiffre comme une exagération. Il écrivit un traité, De Monolatreie Libri Tre, basé sur ses expériences de procureur, qui devint un texte de référence pour les chasseurs de sorcières. Ce qui caractérise tous ces hommes, c'est leur conviction absolue d'avoir raison. Ils ne doutaient pas.
Ils ne s'interrogeaient pas. Les confessions qu'ils obtenaient, même par la torture, leur semblaient des preuves irréfutables. Les contradictions et les impossibilités physiques de ces confessions ne les troublaient pas, car ils croyaient que le diable pouvait accomplir des choses impossibles aux humains ordinaires. Cette absence de doute était peut-être leur caractéristique la plus dangereuse. Car c'est le doute qui aurait pu arrêter la machine infernale qu'ils avaient mise en marche. C'est le doute qui aurait pu leur faire voir que les femmes qu'ils torturaient étaient des êtres humains ordinaires, pas des agents de Satan. C'est le doute qui aurait pu leur faire comprendre que leur méthode ne produisait pas la vérité, mais seulement la douleur et les mensonges que la douleur engendre. Mais le doute, dans le système de pensée des chasses aux sorcières, était lui-même suspect. Douter de la réalité de la sorcellerie, c'était potentiellement être soi-même un sorcier, ou du moins un complice du diable. Les rares voix qui s'élevèrent contre les persécutions durent faire preuve d'un courage extraordinaire, car elles risquaient à tout moment de devenir elles-mêmes des victimes. Et pourtant, ces voix existèrent. Des hommes et des femmes trouvèrent le courage de dire non, de résister à la folie collective, de défendre la raison contre la superstition. Leur histoire est la partie la plus réconfortante de ce récit sombre, la preuve que même dans les moments les plus noirs de l'histoire humaine, la lumière de la conscience individuelle n'est jamais complètement éteinte. Dans un monde où douter de la sorcellerie pouvait vous coûter la vie, quelques individus remarquables osèrent néanmoins élever la voix. Ces sceptiques, médecins, juristes, théologiens, représentent ce que l'humanité a de meilleur, la capacité de penser par soi-même, de résister à la pression sociale, de défendre la vérité même quand elle est impopulaire. Leur combat fut long, difficile, et souvent dangereux, mais c'est grâce à eux que les chasses aux sorcières prirent finalement fin. Le premier grand sceptique de l'ère moderne fut Johann Weyer, médecin allemand au service du duc de Clèves. En 1563, Weyer publia un ouvrage au titre provocateur, De Praestigii Daemonum, des illusions des démons. C'était une attaque directe contre le Male Maleficarum et contre toute la logique des chasses aux sorcières. L'argument de Weyer était subtil et stratégique. Il ne niait pas l'existence du diable ni des démons. Une telle négation aurait été suicidaire dans l'Europe du XVIe siècle. Au lieu de cela, il argumentait que les femmes accusées de sorcellerie n'étaient pas des criminels mais des victimes. Elles étaient victimes du diable, qui les trompait avec des illusions, et victimes de leur propre faiblesse mentale, car beaucoup d'entre elles souffraient de ce que Weyer appelait la mélancolie, ce que nous appellerions aujourd'hui la dépression ou d'autres troubles mentaux. Selon Weyer, les femmes qui confessaient avoir volé au sabbat ou signé des pactes avec le diable n'avaient pas réellement fait ces choses. Elles croyaient les avoir faites parce que le diable leur avait envoyé des rêves et des visions. Ou bien elles étaient si perturbées mentalement qu'elles ne pouvaient pas distinguer la réalité de l'imagination. Dans les deux cas, elles n'étaient pas responsables de leurs actes et ne méritaient pas d'être punies. Cette approche permettait à Weyer de critiquer les persécutions sans remettre en cause les fondements de la théologie chrétienne. Le diable existait, mais ses pouvoirs étaient limités aux illusions et aux tromperies. Les sorcières n'existaient pas vraiment, du moins pas au sens où les chasseurs de sorcières l'entendaient. Ce qui existait, c'étaient des femmes malades ou trompées qui avaient besoin de soins, pas de bûchers. Weyer était particulièrement critique envers la torture. Il notait que les confessions obtenues sous la torture étaient uniformes et stéréotypées, ce qui suggérait qu'elles étaient le produit des attentes des tortionnaires plutôt que de souvenirs réels. Il observait également que des personnes parfaitement innocentes avouaient des crimes impossibles après avoir été suffisamment torturées, ce qui prouvait que la torture ne produisait pas la vérité. Le livre de Weyer fut largement lu et discuté, mais il suscita aussi une opposition féroce. Jean Bodin, le célèbre théoricien politique français, écrivit une réfutation intitulée De la démonomanie des sorciers, dans laquelle il attaquait Weyer avec une violence remarquable. Bodin était convaincu que la sorcellerie était réelle et que la laisser impunie mettait en danger toute la société. Il accusait Weyer d'être lui-même un sorcier ou du moins un protecteur des sorciers. Cette accusation était dangereuse. Weyer survécut, protégé par son patron le duc de Clèves, mais d'autres sceptiques n'eurent pas cette chance. Comme nous l'avons vu, Dietrich Flade, le juge de Trier qui avait exprimé des doutes, fut lui-même brûlé comme sorcier. Le message était clair, critiquer les chasses aux sorcières pouvait vous coûter la vie. En Angleterre, le scepticisme trouva une voix éloquente en la personne de Reginald Scott. En 1584, Scott publia The Discovery of Witchcraft, l'un des textes les plus remarquables de l'époque. Contrairement à Weyer, Scott allait beaucoup plus loin dans son scepticisme. Il ne se contentait pas de dire que les sorcières étaient des victimes du diable. Il suggérait que beaucoup de prétendus pouvoirs magiques n'étaient que des tours de passe-passe, des illusions de prestidigitateurs. Scott consacra une partie importante de son livre à expliquer comment les magiciens de foire réalisaient leurs tours. Il révélait les secrets de l'escamotage, de la ventriloquie, des encres invisibles. Son but était de montrer que ce qui semblait surnaturel avait souvent des explications parfaitement naturelles. Si les gens comprenaient comment les illusions fonctionnaient, ils seraient moins susceptibles de croire au pouvoir magique des sorcières.
mais Scott ne s'arrêtait pas là. Il critiquait également les méthodes des chasseurs de sorcières, la torture, les témoignages d'enfants, la recherche de la marque du diable. Il montrait comment ces méthodes garantissaient des condamnations indépendamment de la culpabilité réelle des accusés. Et il plaidait pour la compassion envers les femmes accusées, qui étaient généralement pauvres, vieilles et vulnérables. The Discovery of Witchcraft déplut profondément au roi Jacques VI d'Écosse, le futur Jacques Ier d'Angleterre. Jacques, nous l'avons vu, était convaincu de la réalité de la sorcellerie. Il ordonna que tous les exemplaires du livre de Scott soient brûlés. Heureusement, cet ordre ne fut pas entièrement exécuté, et le livre survécut pour influencer les générations futures. Le texte le plus influent contre les chasses aux sorcières fut peut-être la Cautio Criminalis, publié anonymement en 1631 par Friedrich Spee, un jésuite allemand. Spee avait servi comme confesseur auprès de femmes condamnées pour sorcellerie à Würzburg, accompagnant des dizaines d'entre elles au bûcher. Cette expérience l'avait profondément troublé. Dans la Cautio Criminalis, Spee ne contestait pas directement la réalité de la sorcellerie. Ce n'aurait pas été prudent pour un jésuite. Au lieu de cela, il attaquait les procédures judiciaires qui menaient aux condamnations. Il montrait en détail comment la torture garantissait des aveux, comment les dénonciations en chaîne créaient des paniques auto-entretenues, comment des personnes parfaitement innocentes étaient brûlées sur la base de preuves fabriquées. Spee posait une question dévastatrice. Parmi toutes les femmes qu'il avait accompagnées à la mort, combien étaient vraiment coupables? Sa réponse implicite était, peut-être aucune. Elles avaient tout avoué, certes, mais leurs aveux avaient été arrachés par la torture. Elles avaient toutes été dénoncées par d'autres sorcières, certes, mais ces dénonciations aussi avaient été obtenues sous la torture. Le système entier était vicié, produisant des condamnations sans rapport avec la culpabilité réelle. L'un des passages les plus célèbres de la Cautio Criminalis décrit ce que Spee appelle le cercle vicieux des procès de sorcellerie. Si l'accusée avoue, elle est coupable. Si elle nie, elle est torturée jusqu'à ce qu'elle avoue. Si elle résiste à la torture sans avouer, c'est la preuve que le diable l'aide, donc elle est coupable. Si elle meurt sous la torture, c'est que le diable l'a tuée pour l'empêcher de parler, donc elle était coupable. Quoi qu'il arrive, l'accusé ne peut pas gagner. La Cautio Criminalis fut publiée anonymement parce que Spee craignait les représailles. Mais le livre circula largement et eut une influence considérable. Il fut lu par des princes, des évêques, des magistrats, dont certains commencèrent à reconsidérer leurs pratiques. La panique de Würzburg prit fin peu après la publication du livre, et Spee y fut peut-être pour quelque chose. Spee mourut en 1635, usé par son travail d'accompagnement des malades pendant une épidémie. Il ne vécut pas assez longtemps pour voir les fruits de son œuvre. Mais la Cautio Criminalis continua à circuler, à être traduite, à influencer les esprits. C'est l'un des textes qui contribuèrent le plus à mettre fin aux chasses aux sorcières. Au XVIIe siècle, le scepticisme gagna progressivement du terrain. Balthazar Bekker, un pasteur calviniste hollandais, publia en 1691 à 1693 de Betoverd Wereld, Le Monde Enchanté, dans lequel il remettait en cause non seulement les procès de sorcellerie mais l'existence même des pouvoirs du diable sur le monde matériel. Selon Bekker, le diable était un être spirituel qui ne pouvait pas affecter directement la matière. Toutes les histoires de sorcellerie, de possession démoniaque, de magie étaient donc des illusions ou des mensonges. Cette position était radicale, trop radicale pour beaucoup. Bekker fut suspendu de ses fonctions de pasteur et condamné par les autorités ecclésiastiques. Mais son livre fut un best-seller, traduit dans plusieurs langues, discuté dans toute l'Europe. Il représentait l'avant-garde du rationalisme qui allait caractériser le siècle des Lumières. Parallèlement aux sceptiques qui écrivaient des livres, il y eut des juges qui, dans le silence de leurs tribunaux, refusèrent de condamner. Ces hommes sont moins connus parce qu'ils n'ont pas laissé de traité, mais leur courage n'était pas moindre. Acquitter une accusée de sorcellerie, c'était risquer d'être accusé soi-même de complicité avec le diable. Dans certaines régions, des parlements et des cours supérieures commencèrent à casser les verdicts des tribunaux locaux, exigeant des preuves plus solides avant de confirmer les condamnations à mort. Le Parlement de Paris, par exemple, devint de plus en plus réticent à confirmer les condamnations pour sorcellerie au cours du XVIIe siècle. Les juges parisiens, exposés aux idées nouvelles qui circulaient dans la capitale, étaient plus sceptiques que leurs collègues provinciaux. Ce scepticisme des élites créa un fossé avec les populations locales, qui restaient souvent convaincues de la réalité de la sorcellerie. Il y eut des cas où des foules en colère lynchèrent des personnes soupçonnées de sorcellerie après que les tribunaux les eurent acquittées. La fin des persécutions officielles ne signifiait pas la fin des croyances populaires. Mais progressivement, les chasses aux sorcières s'essoufflèrent. Le nombre d'exécutions diminua au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. Les grandes paniques, comme celles de Bamberg et Würzburg, ne se reproduisirent plus. La machine à produire des sorcières était en train de s'enrayer. Pourquoi les chasses aux sorcières ont-elles pris fin? Les historiens ont proposé plusieurs explications,
qui se combinent probablement pour former une réponse complexe. Le premier facteur était la montée du scepticisme intellectuel. Les œuvres de Weyer, Scott, Spee et d'autres avaient semé le doute dans les esprits des élites éduquées. De plus en plus de juges, de médecins, de théologiens commençaient à questionner la réalité de la sorcellerie ou du moins les méthodes utilisées pour la détecter. Ce scepticisme se répandait lentement mais inexorablement. Le deuxième facteur était la fatigue. Après plus d'un siècle de persécution, après des dizaines de milliers de morts, après avoir vu des communautés entières déchirées par les accusations et les dénonciations, beaucoup de gens en avaient simplement assez. Les chasses aux sorcières étaient destructrices non seulement pour les victimes mais pour les sociétés qui les menaient. Elles coûtaient cher en argent et en énergie. Elles détruisaient les liens de confiance entre voisins. Elles créaient un climat de peur permanente où personne n'était en sécurité. Le troisième facteur était politique. Les États modernes qui émergeaient au XVIIe et XVIIIe siècle cherchaient à centraliser le pouvoir et à rationaliser l'administration. Les chasses aux sorcières, avec leur caractère chaotique et imprévisible, ne cadraient pas bien avec ce projet. Les gouvernements centraux commencèrent à imposer des contrôles sur les tribunaux locaux, exigeant que les condamnations à mort soient confirmées par des instances supérieures. Le quatrième facteur était l'évolution des idées sur la nature et le surnaturel. La révolution scientifique du XVIIe siècle, avec Galilée, Descartes, Newton, proposait une vision du monde gouverné par des lois naturelles régulières plutôt que par des interventions constantes du surnaturel. Dans ce nouveau paradigme, la magie et la sorcellerie semblaient de moins en moins plausibles. Le cinquième facteur était peut-être le plus prosaïque, le changement climatique. Certains historiens ont noté que les pires paniques de sorcellerie coïncidaient avec le petit âge glaciaire, une période de refroidissement climatique qui dura du XIVe au XIXe siècle. Les mauvaises récoltes, les famines, les épidémies causées par le froid poussaient les gens à chercher des boucs émissaires. Quand le climat se stabilisa quelque peu au XVIIIe siècle, la pression sociale qui alimentait les chasses diminua également. Quelle que soit la combinaison exacte de ces facteurs, le résultat fut clair. Les exécutions pour sorcellerie devinrent de plus en plus rares au cours du XVIIIe siècle. Les dernières grandes vagues de persécution eurent lieu dans les régions périphériques de l'Europe, là où les idées nouvelles pénétraient plus lentement. L'un des derniers épisodes significatifs fut la panique de Salem, dans la colonie du Massachusetts, en 1692. Salem n'était pas en Europe, mais les colons anglais avaient apporté avec eux les croyances et les pratiques de leur mère patrie. La panique de Salem suivit le schéma classique, des accusateurs enfantins, des confessions sous pression, des dénonciations en chaîne. En quelques mois, plus de 200 personnes furent accusées et 20 furent exécutées. Salem est souvent considérée comme la dernière grande chasse aux sorcières dans le monde anglophone. Elle est aussi remarquable par la rapidité avec laquelle elle prit fin et par les remords qui suivirent. En janvier 1697, l'un des juges du procès, Samuel Sewall, fit une confession publique de sa culpabilité, demandant pardon pour le sang innocent qu'il avait contribué à verser. 12 des jurés signèrent une déclaration similaire, admettant qu'ils avaient été trompés par le diable quand ils avaient condamné des innocents. Cette capacité d'autocritique, cette reconnaissance de l'erreur, représentait quelque chose de nouveau. Pendant des siècles, les chasseurs de sorcières avaient été convaincus de leur bon droit. À Salem, pour la première fois à grande échelle, la société reconnaissait qu'elle avait commis une terrible injustice. Les victimes de Salem furent officiellement réhabilitées en 1711, et leurs familles reçurent des compensations financières. Mais la machine à tuer des sorcières n'était pas encore complètement arrêtée. Sporadiquement, au cours du XVIIIe siècle, des exécutions eurent encore lieu. En Pologne, en Allemagne, en Suisse, des femmes continuèrent à être brûlées pour sorcellerie, même si les nombres étaient bien moindres qu'au siècle précédent. Et c'est ainsi que nous revenons à Anna Göldi, cette femme dont l'histoire a ouvert notre récit. Anna était servante dans la maison du médecin Johann Jakob Tschudi, à Glaris, en Suisse. En 1781, elle fut accusée d'avoir ensorcelé les enfants de son employeur, leur faisant cracher des aiguilles et du lait. L'accusation était absurde. Des enfants qui crachent des aiguilles? C'était physiquement impossible. Mais les autorités de Glaris, un petit canton protestant isolé dans les Alpes, prirent l'affaire au sérieux. Anna fut arrêtée, interrogée, torturée. Sous la torture, elle avoua avoir fait un pacte avec le diable. Le procès d'Anna Göldi suscita une controverse considérable, même à l'époque. Des journaux de Zurich et d'ailleurs dénoncèrent les procédures comme barbares et arriérées. Le terme assassinat judiciaire fut utilisé pour décrire ce qui se passait à Glaris. Les autorités du canton, embarrassées par les critiques, tentèrent de reformuler l'accusation. Anna ne fut pas officiellement condamnée pour sorcellerie, mais pour empoisonnement, bien qu'aucun poison n'ait jamais été trouvé. Ce subterfuge juridique ne trompa personne. Tout le monde savait qu'Anna mourait pour sorcellerie. Le 13 juin 1782, elle fut décapitée sur la place principale de Glaris. Elle avait 48 ans.
L'exécution d'Anna Göldi est généralement considérée comme la dernière exécution légale pour sorcellerie en Europe occidentale. D'autres exécutions eurent lieu plus tard en Europe de l'Est, notamment en Pologne, où la dernière condamnation à mort pour sorcellerie date de 1793. Mais Anna Göldi est devenue le symbole de la fin d'une ère. En 2008, plus de 2 siècles après sa mort, le Parlement du canton de Glaris réhabilita officiellement Anna Göldi, reconnaissant qu'elle avait été victime d'un assassinat judiciaire. Une plaque commémorative fut installée sur le lieu de son exécution. Un petit musée fut créé en sa mémoire. Tardive, cette réhabilitation ne pouvait pas effacer l'injustice, mais elle reconnaissait au moins que l'injustice avait eu lieu. Que reste-t-il aujourd'hui des chasses aux sorcières? Comment cet épisode sombre de l'histoire européenne continue-t-il à nous affecter et à nous interpeller? Les chiffres, d'abord. Les historiens ont longuement débattu du nombre total de victimes. Les estimations les plus anciennes, parfois citées encore aujourd'hui, parlaient de millions de morts. Ces chiffres sont maintenant considérés comme de grossières exagérations, basées sur des extrapolations fantaisistes à partir de données locales incomplètes. Les recherches modernes, basées sur le dépouillement systématique des archives judiciaires, suggèrent un total d'environ 40 000 à 60 000 exécutions pour toute l'Europe sur la période des chasses aux sorcières, soit environ 3 siècles. C'est beaucoup moins que les millions parfois avancés, mais c'est encore un nombre effroyable. 40 000 personnes tuées pour des crimes qui n'existaient pas, sur la base de preuves qui n'en étaient pas, par des procédures qui garantissaient la condamnation des innocents. À ces exécutions s'ajoutent les personnes mortes sous la torture, les personnes mortes en prison en attendant leur procès, les personnes qui se sont suicidées pour échapper à la persécution. Le nombre total de victimes directes pourrait être significativement plus élevé que le nombre d'exécutions documentées. Et puis il y a les victimes indirectes, les familles brisées, les communautés déchirées, les enfants qui ont vu leur mère traîner au bûcher, les voisins qui ont dû vivre avec la culpabilité d'avoir dénoncé un innocent. Le traumatisme collectif des chasses aux sorcières a marqué des générations, même si ces traces sont difficiles à quantifier. Géographiquement, les chasses aux sorcières furent très inégalement réparties. L'Allemagne et les territoires germanophones furent de loin les plus touchés, représentant peut-être la moitié de toutes les exécutions européennes. La France, la Suisse, les Pays-Bas, les îles britanniques connurent également des persécutions significatives. L'Espagne, le Portugal et l'Italie, paradoxalement peut-être étant donné la réputation de l'Inquisition, eurent relativement peu d'exécutions pour sorcellerie. Cette distribution géographique reflète des différences dans les structures politiques, juridiques et religieuses. Les régions où le pouvoir était fragmenté entre de nombreuses petites juridictions, comme le Saint-Empire romain germanique, connurent les pires paniques. Les régions avec des États centralisés et des systèmes judiciaires plus contrôlés, comme l'Espagne et ses inquisiteurs professionnels, eurent moins de victimes. L'héritage des chasses aux sorcières se manifeste de manière inattendue dans notre culture contemporaine. Le mot sorcière a été récupéré par certains mouvements féministes comme un symbole de la femme indépendante et rebelle, persécutée par une société patriarcale. Cette réinterprétation a une base historique, puisque la majorité des victimes étaient effectivement des femmes, mais elle simplifie une réalité plus complexe où des hommes furent également accusés et où des femmes participèrent parfois aux persécutions. Les procès de Salem sont entrés dans la mémoire collective américaine comme un avertissement contre l'hystérie de masse et la persécution des innocents. La pièce d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem, écrite en 1953, utilisait l'histoire de Salem comme une allégorie de la chasse aux communistes menée par le sénateur McCarthy. Le terme chasse aux sorcières est depuis devenu une expression courante pour désigner toute persécution irrationnelle d'un groupe de personnes. Mais peut-être l'héritage le plus important des chasses aux sorcières est-il la leçon qu'elles nous offrent sur la nature humaine et les dangers de la pensée de groupe. Les persécutions du passé nous rappellent à quel point il est facile pour des sociétés entières de croire des choses fausses, de persécuter des innocents, de commettre des atrocités au nom du bien. Les mécanismes qui ont alimenté les chasses aux sorcières n'ont pas disparu. La tendance à chercher des boucs émissaires en temps de crise est toujours présente. La facilité avec laquelle les rumeurs et les accusations peuvent se propager est peut-être plus grande que jamais à l'ère des réseaux sociaux. La crédulité face aux théories du complot, la disposition à croire le pire de certains groupes de personnes, le réconfort de penser que nos malheurs sont causés par des ennemis identifiables plutôt que par le hasard ou la complexité du monde, tout cela reste profondément ancré dans la psychologie humaine. Les chasses aux sorcières modernes ne ressemblent plus exactement à celles du passé. Nous ne brûlons plus de femmes pour avoir causé des tempêtes par magie. Mais nous avons trouvé d'autres ennemis imaginaires à persécuter, d'autres boucs émissaires à blâmer pour nos problèmes, d'autres innocents à sacrifier sur l'autel de notre peur. Les paniques morales autour de la maltraitance rituelle satanique dans les années 1980 et 1990, principalement aux États-Unis mais aussi en Europe, présentent des parallèles troublants avec les chasses aux sorcières historiques. Des enfants furent interrogés de manière suggestive par des adultes convaincus d'avoir découvert une conspiration.
Des confessions fantastiques furent obtenues, décrivant des rituels impossibles. Des innocents furent emprisonnés pendant des années avant que le scepticisme ne finisse par prévaloir. Dans certaines régions du monde, des personnes sont encore tuées pour sorcellerie au XXIe siècle. En Afrique subsaharienne, en Inde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des accusations de sorcellerie conduisent régulièrement à des lynchages, des mutilations, des meurtres. Les victimes sont souvent les mêmes qu'au temps des chasses européennes, des femmes âgées, des personnes marginalisées, des individus considérés comme différents ou menaçants. Ces violences contemporaines ne sont pas simplement la survie de croyances primitives dans des sociétés arriérées. Elles sont souvent exacerbées par les tensions de la modernité, l'urbanisation, les inégalités économiques, l'effondrement des structures communautaires traditionnelles. Quand le monde semble chaotique et menaçant, la tentation de trouver un coupable, un ennemi concret à combattre, reste puissante. Les chasses aux sorcières européennes nous offrent un miroir dans lequel contempler nos propres faiblesses. Elles nous rappellent que les sociétés les plus civilisées, les plus éduquées, les plus religieuses sont capables des pires atrocités. Elles nous rappellent que la certitude absolue est dangereuse, que le doute est une vertu, que la compassion envers les accusés est une nécessité. Elles nous rappellent aussi que le courage individuel peut faire la différence. Johann Weyer, Reginald Scott, Friedrich Spee, tous ces hommes qui ont osé élever la voix contre la folie de leur époque, n'ont pas arrêté les persécutions à eux seuls. Mais ils ont semé des graines de doute qui ont fini par germer. Ils ont montré qu'il était possible de penser autrement, de résister à la pression sociale, de défendre les innocents même quand cela coûtait cher. Nous aimons croire que nous n'aurions jamais participé aux chasses aux sorcières, que nous aurions été parmi les sceptiques, les résistants, les héros. C'est une illusion réconfortante. La vérité est que la plupart d'entre nous, nés à cette époque, aurions probablement cru aux sorcières comme tout le monde. Nous aurions probablement approuvé les exécutions, ou du moins nous serions tus par prudence. Quelques-uns seulement auraient eu le courage de résister. Cette humilité devrait nous inciter à la vigilance. Si nos ancêtres, qui n'étaient ni plus stupides ni plus méchants que nous, ont pu commettre de telles erreurs, qu'est-ce qui nous garantit que nous n'en commettrons pas de similaires? Quelles croyances tenons-nous aujourd'hui pour évidentes qui seront considérées comme des délires dans quelques siècles? Quelles persécutions approuvons-nous sans nous en rendre compte? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Mais le fait de les poser, de maintenir le doute vivant, de cultiver la compassion et le scepticisme, c'est peut-être la meilleure façon d'honorer la mémoire des victimes des chasses aux sorcières. Anna Göldi et les dizaines de milliers d'autres innocents qui sont morts sur les bûchers d'Europe méritent au moins cela, que leur souffrance ne soit pas vaine, que leur histoire nous serve d'avertissement. Le feu des bûchers s'est éteint depuis longtemps. Les cendres ont été dispersées par le vent. Les noms des victimes sont pour la plupart oubliés, perdus dans les archives poussiéreuses de tribunaux disparus. Mais leur histoire reste vivante, tant qu'il y a des gens pour la raconter et pour en tirer les leçons. Car en fin de compte, l'histoire des chasses aux sorcières n'est pas seulement une histoire de cruauté et de superstition. C'est aussi une histoire de résilience humaine, de la capacité de certains individus à maintenir leur humanité dans les circonstances les plus inhumaines. Les femmes qui ont résisté à la torture aussi longtemps qu'elles le pouvaient. Les accusés qui ont trouvé des moyens de protéger leurs proches en refusant de les dénoncer. Les juges qui ont osé acquitter malgré les pressions. Les écrivains qui ont risqué leur vie pour défendre la raison. Ces gens-là sont nos ancêtres spirituels, tout autant que les victimes. Ils nous montrent que même dans les moments les plus sombres de l'histoire, la lumière de la conscience humaine ne s'éteint jamais complètement. Ils nous rappellent que nous avons toujours le choix de suivre la foule ou de penser par nous-mêmes, le choix de participer à l'injustice ou de la dénoncer, le choix d'être des persécuteurs ou des protecteurs. Ce choix est devant nous chaque jour, dans les grandes décisions comme dans les petites. Chaque fois que nous refusons de propager une rumeur non vérifiée, chaque fois que nous défendons quelqu'un injustement accusé, chaque fois que nous questionnons une certitude trop commode, nous honorons la mémoire de ceux qui ont résisté aux chasses aux sorcières. Et chaque fois que nous cédons à la peur, à la haine, à la tentation du bouc émissaire, nous risquons de répéter leurs erreurs. L'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime, comme on dit parfois. Les chasses aux sorcières du passé ne reviendront pas sous la même forme. Mais les forces qui les ont alimentées, la peur, l'ignorance, le désir de trouver des coupables simples à des problèmes complexes, ces forces sont éternelles. Elles ne peuvent être vaincues une fois pour toutes. Elles doivent être combattues à nouveau par chaque génération. Quand vous regardez le monde autour de vous, quand vous lisez les nouvelles ou parcourez les réseaux sociaux, demandez-vous, où sont les sorcières d'aujourd'hui? Qui sont les personnes que nous accusons sans preuve suffisante? Qui sont les boucs émissaires que nous sacrifions pour apaiser nos peurs? Et surtout, de quel côté de l'histoire voulons-nous être? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre le passé pour mieux naviguer le présent. Cette curiosité, cette volonté de regarder l'histoire en face même quand elle est douloureuse, c'est une qualité précieuse. Ne la perdez jamais. Si cette exploration vous a touché,
pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire nous aide à continuer ce travail de mémoire et de réflexion. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et ce que cette histoire éveille en vous. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons un autre chapitre troublant de l'histoire européenne, l'Inquisition espagnole, ses méthodes, ses victimes et les mythes qui l'entourent. Était-elle vraiment aussi terrible que sa réputation le suggère? Ou la vérité est-elle plus nuancée? C'est une histoire de foi et de fanatisme, de pouvoir et de persécution, qui nous fera réfléchir une fois de plus sur les limites de la certitude humaine. Je vous retrouve très bientôt pour cette nouvelle aventure. D'ici là, gardez l'esprit ouvert, le cœur compatissant, et n'oubliez jamais que derrière chaque accusation, il y a un être humain qui mérite d'être entendu avant d'être jugé. Les flammes des bûchers se sont éteintes. Mais leur leçon brûle encore, si nous avons le courage de la regarder en face. À très bientôt.